Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. La France n'est plus depuis très longtemps une monade atomisée, une petite planète voguant dans la galaxie. Non, non, non. Tout ce qui se passe dans le monde a un impact pour nous. Vous le savez très 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 bien, auditeurs résistants de Sud Radio, vous le savez. Et voilà, donc Recep Tayyip Erdogan vient d'être réélu. Il était au pouvoir depuis déjà 21 ans. Il vient de recueillir 52,1% des suffrages contre 47,9% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Voilà, donc les jeux sont faits. Il est réélu pour 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est déjà passé? Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour, vous êtes géopolitologue, vous avez écrit énormément de livres, et tous d'ailleurs passionnants, je le dis, parce que je le pense, et depuis le totalitarisme vert jusqu'à la mondialisation dangereuse, qui est paru chez l'Artilleur. Alors, Recep Tayyip Erdogan réélu pour 5 ans. Et on voit déjà, d'ailleurs, les réactions. Alors, il y a 2 types de réactions, Alexandre Delval. D'abord, ceux qui disent oui mais ça va augmenter le côté frériste musulman, le côté islamiste radical, et puis quid des immigrés, et puis ceci et cela, et d'autres qui disent par rapport à je dirais au monde multipolaire qui se dessine, on voit que le premier à l'avoir félicité c'est Vladimir Poutine, on voit que se réjouissent plutôt ceux qui sont côté BRICS, côté Russie ou encore Chine, et puis un peu moins ceux qui sont côté États-Unis et peut-être Europe. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est schématisé? À votre avis, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va creuser encore, Alexandre Delval? Moi, je pense que c'est... Mais tout d'abord, merci, cher André. Non, je pense que c'est très bien résumé. Erdogan est tout de même un homme assez pragmatique. Il n'est pas que islamiste. Il a su, depuis qu'il y a un affrontement entre l'Occident moraliste, libéral, libertaire d'un côté, et le monde identitaire, nationaliste, multipolaire de l'autre, il a su se raccorder, se rattacher au wagon du nationalisme et du souverainisme et du multipolarisme. Pour être plus clair, il est passé de l'islamisme intégriste qui pouvait mettre même la Russie contre lui, il est passé à un national-islamisme ou un islamisme nationaliste et donc pragmatique, qui s'entend très bien avec la Russie, la Chine, alors que la Chine persécute les musulmans. Donc il n'est plus le musulman islamiste qu'il était avant, c'est un musulman islamiste qui a fait un virage pan-turquiste et ultranationaliste pour pouvoir justement être bien vu par le monde multipolaire qui est fait de nationalisme. Ouais. Et là, il est très intelligent, il n'est pas que un islamiste. Ses grands alliés, que ce soit le 3e homme qui a fait voter pour lui, l'homme des 5%, Sinan Ogan, ou que ce soit son allié, le parti du MHP, son allié depuis 2017, il est allié à des ultranationalistes pan-turquistes et même racistes, à l'extrême droite la plus radicale turque, à côté de laquelle l'extrême droite européenne, c'est de la piste à fourrette, je peux vous assurer. Le MHP, qui est l'allié d'Erdogan, ce sont des gens qui ont une vision raciale, suprémaciste du peuple turc. Ils veulent 6 pays turcs dans un même ensemble un jour. Ils sont extrêmement racistes contre les Arméniens, les Kurdes, mais également les Syriens. D'où le tirage anti... Mais Alexandre, ce sont une minorité. Ils sont une minorité quand même, ceux-là. Non. Non, en fait, on peut dire qu'ils sont la seconde force ou la 3e force, bien avant l'extrême gauche et même avant les Kurdes. Il y a une force qui est celle d'Erdogan, qui n'est plus assez forte aujourd'hui pour gagner depuis déjà 10 ans, et qui s'est alliée à une seconde force, une force ultranationaliste qui rassemble ses alliés au Parlement depuis des années, mais aussi d'autres nationalistes comme Ogan, qui pourtant était contre l'AKP, mais à choisir entre un Alevi libéral, pro-occidental, kémaliste, lié aux minorités kurdes et alevis, et Erdogan, Sinan Ogan, qui pourtant avait critiqué l'alliance de son ancien parti d'extrême droite. A choisi Erdogan. A choisi Erdogan parce que c'est le front identitaire nationaliste contre les minorités assimilées au poison occidental.
D'accord. Alors Alexandre Delval, qu'est-ce que ça va donner, je dirais pas, quand je dis pour nous, qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va accentuer ou changer sur le plan géopolitique, je dirais, sur deux plans principalement. D'abord à l'aune de ce qui se passe Russie-Ukraine et qui a très largement et depuis longtemps débordé les frontières, à l'aune de l'Europe. Vous savez, toujours avec cette menace en disant, écoutez, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, eh ben, je lâche les immigrés, mes immigrés, et à l'aune également de l'OTAN, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN et qu'il y a eu des bruits comme quoi la Turquie peut-être prendrait ses distances. Qu'en est-il, à votre avis ? Oui, alors la tendance qui consiste à prendre ses distances vis-à-vis de l'OTAN n'est pas que celle d'Erdogan, c'est celle de tous les patriotes et nationalistes turcs en général, et pas uniquement les identitaires religieux islamistes, mais aussi les nationalistes. Pourquoi ? Mais là, il faut le rappeler aux auditeurs, depuis la guerre de Bush en 2003 en Irak, la Turquie a vu le soutien à des Kurdes en Irak, ou plus tard, pendant les révolutions arabes, le soutien à des Turcs en Syrie, comme une acte existentiel. Et ça a provoqué en Turquie une sensation, un sentiment général, à tort ou à raison, que l'OTAN avait totalement trahi son allié en soutenant des indépendantistes kurdes, puisque pour les Turcs, quand on soutient des Kurdes en Syrie ou en Irak, c'est comme si on soutenait le PKK, le mouvement terroriste séparatiste en Turquie. Et depuis cette fracture qui est en fait liée à l'interventionnisme des néoconservateurs américains qui ont tout déstabilisé en voulant faire susciter un État kurde qu'ils ont essayé de faire vivre en Irak et plus tard en soutenant le séparatisme kurde de Syrie, la Turquie pense que l'OTAN est devenu un ennemi. Mais elle a compris que ce serait un trop gros cadeau offert à l'Occident que de quitter d'elle-même l'OTAN. Elle préfère de l'OTAN pour y avoir un pouvoir de nuisance. Vous savez, c'est le fameux « retenez-moi » de Marseille. Oui. Retenez-moi, sinon je fais un malheur, c'est ça. Sinon je fais un malheur. Et du coup, ça permet à Erdogan d'être à la fois avec la Russie, la Chine et les puissances qu'on appelle révisionnistes au sens des relations internationales, qui veulent changer l'ordre international, donc comment multipolariste, identitaire et anti-occidental, et en même temps, il a toujours un pied dans l'OTAN, et même qu'Israël, il s'est rapproché d'Israël récemment, ça veut dire qu'Erdogan est un fin joueur, il n'est pas aussi rude qu'il en a l'air. C'est un joueur d'échecs, c'est un joueur d'échecs. Ouais. Je comprends. Alors, vous voulez dire qu'au fond, c'est ce que vous avez dit au début, c'est très intéressant. Au fond, c'est un pragmatique. Il joue effectivement pour la Turquie, évidemment au service de ce qu'il considère comme l'intérêt turc par essence. Est-ce que quand même les velléités, parce qu'on en a beaucoup parlé, Alexandre, des velléités non pas, encore une fois, de ressusciter l'Empire ottoman, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais de faire de la Turquie une puissance encore plus grande que celle qu'elle n'est aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le cœur du moteur Erdogan ? Ah oui, d'ailleurs, un de ses slogans, c'est « Le 21e siècle sera turc ». Tout est là. Mais là où il est doublement impérial, contrairement à Kemal Atatürk, Atatürk était contre l'impérialisme ethnique du pan-turquisme, qui veut réunir tous les pays turcs, et Atatürk était également contre l'impérialisme ottoman, qu'il avait aboli. Erdogan voulait rétablir l'Empire ottoman, donc un empire basé sur la religion, qui gagne beaucoup de terrain dans les pays arabes, on joue sur l'économie, les alliances, etc. Mais en se rapprochant avec les nationalistes pan-turcs, pour nos auditeurs, les pan-turcs, c'est ceux qui veulent un projet de réunir 6 pays turcophones, il a également fait un virage pan-turc, donc il est doublement impérialiste. Rétablir la Turquie dans ses anciennes possessions arabes, ça c'est le pan-islamisme ou le pan-turquisme, c'est le pan-ottomanisme ou le néo-ottomanisme. Mais attendez, pardon, Alexandre Delval. Et en même temps, continuer le travail des jeunes Turcs, vous savez, ceux qui avaient fait le génocide ottoman, le génocide des Arméniens. C'est-à-dire que la Turquie doit être le leader du monde turc. Mais est-ce que c'est au prix, c'est-à-dire qu'il y aurait il envisage éventuellement des conquêtes de territoire, donc des guerres? Absolument. Alors là, on peut le dire, on peut l'affirmer, c'est un débat permanent, mais à sa décharge, c'est ça qui est inquiétant pour l'Europe. Il n'y a pas que le parti d'Erdogan ou ses alliés d'extrême droite, mais même les kémalistes, qui avaient l'air d'être incarnés par un gentil grand-père qui a dit récemment qu'il allait retourner avec ses petits-enfants, vous savez, le candidat Kılıçdaroğlu, mais même le parti du gentil pro-occidental Kılıçdaroğlu, le parti d'Atatürk, le parti CHP, est pour la conquête d'îles grecques. Il est pour la conquête de Chypre.
Et la conquête supplémentaire de territoires maritimes en Méditerranée, ça veut dire que la Turquie est en conflit avec la Grèce et avec Chypre pour la Méditerranée, notamment le contrôle d'îles et de réserves de gaz offshore en Méditerranée orientale. Ah ouais, La Turquie veut également un protectorat en Syrie, qu'elle bombarde régulièrement, ainsi qu'un protectorat en Irak, qu'elle bombarde régulièrement aussi. La Turquie aujourd'hui est un pays qui cherche à grignoter des territoires terrestres ou maritimes de 2 pays membres de l'Union européenne, donc la Grèce et de au moins 2 pays arabes, sans oublier le soutien à l'Azerbaïdjan qui veut terminer le génocide des Arméniens en liquidant. Mais dites-moi, Alexandre Delvoye, et 2 pays, vous avez payé des 2 pays européens, sont comme par hasard aussi membres de l'OTAN. Il ne faut pas l'oublier aussi, c'est intéressant. Alors, pas Chypre, parce que la Turquie a bloqué. La Turquie a mis un veto sur l'entrée de Chypre dans l'OTAN, mais là où vous avez raison, c'est que quand on est membre de l'Union européenne, c'est comme si on est membre de l'OTAN. C'est ça. L'organisation de défense de l'Union européenne. Et imaginez le casse-tête que représente la Turquie. Elle a 50 ogives nucléaires américaines sur la base d'Incirlik, mais en même temps, elle est devenue un ennemi de facto des intérêts des pays de l'OTAN. Et en plus, elle veut rentrer dans une organisation, l'Union européenne, alors qu'elle envahit un des membres de l'Union européenne à 37%. Elle occupe 37% de Chypre de manière illégale. Et en plus, elle veut annexer des îles grecques. On en parle tous les jours au Parlement turc, y compris les partis kémalistes. La Turquie rêve de rectifier les frontières maritimes qu'elle trouve injustes. C'est ce que vous venez de dire. 1923. Oui, c'est tout à fait. Non, mais c'est tout à fait passionnant parce que effectivement, Erdogan va continuer visiblement cette politique. Mais dites-moi, alors juste, Alexandre Delval, quand même, on sait que l'inflation, a une hyperinflation, appauvrissement de la population, taux d'inflation officiel était à plus de 40% sur un an après avoir dépassé, je le rappelle, 85% à l'automne. Je rappelle aussi que la livre turque a perdu plus de la moitié de sa valeur en 2 ans et atteint cette semaine 20 livres turcs pour $1. Est-ce que tout ça n'a pas du tout joué alors apparemment ou très peu? Alors pour une raison très simple, Erdogan a apporté une multiplication par 8 de la prospérité et du niveau de vie des gens depuis qu'il est au pouvoir. Moi, quand je vais en Turquie, je parle avec des braves gens, des taxis, des marmands, etc. Et ils me disent, quoi qu'on pense de lui, on a la reconnaissance du ventre. Ceux qui ne sont pas des minorités, qui ne sont pas d'extrême gauche, qui ne sont pas alévis ou kurdes, globalement, le turc sunnite aime bien Erdogan, sauf ceux qui sont ultra-occidentalisés, que l'on trouve à Izmir, à Istanbul. Et n'oublions pas que dans les années 2003-2005, et même encore pire, en 2000-2001, pendant la crise, on pouvait payer un café 150 000 livres turcs. Donc, ils sont habitués, ils ont déjà eu une inflation bien plus importante qu'ils ont réussi à juguler. Et n'oublions pas que pendant ces élections, Erdogan a été très malin. On l'a vu distribuer des billets à des enfants. Oui, on a vu ça sur les réseaux, oui, partout. Et surtout, il a promis l'augmentation des pensions, l'augmentation du salaire minimum. Il a promis une politique de grands travaux pour faire partout des énormes constructions, ce qui a déjà réussi à la Turquie en termes de développement et de niveau de vie, même si un jour il y aura une bulle qui va éclater, peut-être. Mais pour l'instant, cette politique de grands travaux, elle n'a pas encore démontré qu'elle était nuisible pour la Turquie. Et les Turcs y ont cru. Et surtout, il continue d'y croire. Il a promis une stabilité. Oui, alors juste dernière question, Alexandre Delval. Quid de la diaspora turque? On a vu un peu partout, à Berlin, bien sûr, en Allemagne, à Strasbourg et autres, des scènes de liesse hier soir, après l'annonce de la victoire d'Erdogan. La diaspora turque continue à jouer un rôle extrêmement important, et en tout cas qu'Erdogan encourage. Alors, Erdogan, selon le grand analyste Fatih Altayli, Erdogan a bénéficié de 2 votes en quelque sorte extérieurs. Extérieur de l'intérieur, c'est les Syriens naturalisés turcs. Bien qu'il ait fait une campagne parfois assez anti-immigrés, les Syriens naturalisés turcs ont voté pour lui. À peu près 1 million de Syriens sur 3 étaient naturalisés turcs. Et au niveau extérieur, la diaspora allemande, suédoise, belge, alsacienne, française, en gros les pays d'Europe de l'Ouest, est à entre 60 et 85% suivant les pays en faveur d'Erdogan. Mais vous savez, vous avez raison, le parti d'Erdogan, l'AKP, est une sorte de scission de la matrice de l'islamisme turc, qui est l'équivalent des frères musulmans, qu'on appelle le Millî Görüş. Et le Millî
ruche qui était interdit pendant des années a été fondé par le père spirituel d'Erdogan en Allemagne. C'est à partir de l'Allemagne, paradoxe incroyable de nos démocraties suicidaires, c'est à partir du refuge de militants islamistes turcs interdits en Turquie jadis, qu'à partir de l'Allemagne et aussi de l'Alsace, de la Belgique, la diaspora turque a créé le mouvement islamiste Millî qui est devenu ensuite la matrice d'Erdogan, du parti et des différents partis islamistes. Et c'est comme les musulmans qui, chassés en Égypte dans les années 50, 60, 70 par Nasser, trouvèrent refuge également en Allemagne et en Suisse. Donc c'est absolument incroyable. L'islamisme turc qui a aujourd'hui fait une sorte de révolution d'Atatürk à l'envers, parce que Erdogan veut devenir le nouvel Atatürk à l'envers, c'est-à-dire qu'il va défaire tout ce qu'a fait Atatürk en termes de laïcité. Eh bien aujourd'hui, il doit en partie son succès au fait que l'Europe a toujours appuyé l'islamisme turc. C'est le grand talent de l'Europe de savoir choisir ses amis et ses ennemis, comme chacun sait. Merci Alexandre Delval, merci pour ces éclaircissements. Alors, nous revenons, nous allons au Parlement européen, oui, à Bruxelles. L'eurodéputée grecque Eva Kaili, ça vous dit rien, Eva Kaili? Eh bien, on avait trouvé chez elle, il y a quelques mois, des valises pleines, pas seulement chez elle, mais chez certains eurodéputés, et carrément, dans leur appartement, des valises pleines de billets, de dollars, d'euros, etc. Quand je dis pleines, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros. Alors, elle avait été condamnée à porter un bracelet électronique, etc. Et puis là, selon son avocat, elle va être reconduite dans ses fonctions. Elle va retrouver son poste au Parlement européen. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Ça y est, voilà. Elle sera au Parlement européen, dit son avocat, et puis il y a d'autres suspects, qui ont été autorisés à retirer leur bracelet. Qu'est-ce qui se passe? Alors on a demandé à Frédéric Baldan, que nous avions reçu avec Diane Prota, l'avocate Diane Prota, pour parler de Ursula von der Leyen et de ses SMS à Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Mais là, il ne s'agit pas de ça, Frédéric Baldan. Il s'agit de dire, mais dites-moi, il y a eu procès, il y a eu jugement. Comment il se fait que son avocat peut déjà annoncer qu'elle retrouvait son poste au Parlement européen? Alors, vous m'entendez très bien? Très bien, on vous entend. Bonjour André Verkoff. Bonjour. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que, pour reprendre l'origine de cette affaire, c'est que les services de renseignement belges opéraient une surveillance sur des individus en Belgique et en ayant constaté des possibles infractions, ont transmis les informations au service judiciaire, donc à un juge d'instruction qui s'appelle le juge Kress. Et lui a mené des devoirs d'enquête à charge et à décharge dans le cadre d'une instruction judiciaire. Donc il n'est pas le juge du fond, il est le juge qui enquête, et après on aura, dans la tenue d'un procès, un juge qui jugera au fond l'affaire. Et donc en réalité, il a décidé, après avoir entendu toute une série de témoins, après la découverte de l'argent en cash dans l'appartement de madame, c'est très intéressant parce qu'elle nous explique que c'est son compagnon qui devrait se justifier parce qu'elle n'a rien à voir avec l'argent trouvé à son domicile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la ligne de défense, son avocat, est de dire « mais ces empreintes digitales ne sont pas sur les billets ». Alors, je ne sais pas si c'est une preuve que les billets n'étaient pas chez elle. C'est une preuve qu'elle ne les a pas dépensés, qu'elle ne les a pas comptés. Mais en dehors de ça, c'est pas plus intéressant que ça. C'est à qui aujourd'hui, Frédéric Baldan, qu'elle va retrouver son poste ou pas? Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la présidence de l'Union, enfin du Parlement européen, d'accord, et il y a le fait qu'elle soit députée européenne. Et normalement, il y a aussi le fait qu'elle soit intégrée dans un groupe politique. Alors normalement, elle ne fait plus partie de son groupe politique. Elle n'est plus vice-présidente de la commission, du Parlement européen. Mais elle est députée européenne. Elle va rester députée. Elle va revenir. Ce qui est quand même, vous savez, la dernière fois, je suis venu vous voir en vous disant que l'affaire d'Ursula von der Leyen, qui au demeurant, je ne sais pas comment vous expliquer ça vous, parce que vous avez plus d'expérience que moi, mais qui n'a pas été relayée par l'AFP, par exemple, par les principaux médias français. Frédéric Baldan, on va continuer à en parler. On arrive au moment des informations. Restez avec nous et restez avec nous, auditeurs de Sud Radio, parce que c'est absolument passionnant de voir ce qui se passe. On va parler aussi d'autres choses. Restez avec nous, on va continuer à parler de cette affaire. Cannes. Et oui, le festival de Cannes vient de s'achever. Vous savez que la Palme d'Or a été attribuée à une Française. Et oui, pour Justine Triet, pour Anatomie d'une chute. Eh bien, en général, dans le discours, vous savez, c'est le monde entier qui est là, le festival de Cannes,
plus important festival du monde, la presse mondiale est là, les télévisions, les médias, etc. Et d'habitude, on remercie tout le monde, son producteur, son père, sa mère, son fiancé, sans lequel rien ne se serait passé, etc., etc. Eh ben non, Justine Triet, eh ben, elle a pas fait ça du tout, pas vraiment. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Mais auparavant, nous allons évidemment, et je ne l'ai pas oublié, Monsieur Baldan, bonjour, vous êtes toujours devant le Parlement européen? Oui, j'y suis toujours. D'accord. Alors, on va pas parler de Ursula von der Leyen et de Bourla, effectivement. On reviendra là-dessus parce qu'à mon avis, le feuilleton n'est pas du tout terminé. Hein, c'est ça. Voilà. C'est loin d'être terminé. Ouais. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais alors, dites-moi, comment ça se passe? C'est-à-dire que donc, je reviens à Eve Kaili, c'est-à-dire cette députée grecque, donc chez laquelle on a trouvé un certain nombre de deniers sonnants et trébuchants, enfin c'était des biais, pas seulement elle et d'autres. Aujourd'hui donc, elle est toujours députée grecque, malgré qu'elle ait un bracelet électronique, c'est ça? Non, donc en réalité, elle peut revenir travailler au Parlement européen parce que le juge a levé l'incarcération à domicile sous la forme d'un bracelet électronique. Et donc en réalité, elle considère que elle est libre de revenir travailler au Parlement européen. Ce qui, comme j'essaie d'expliquer dans mes interventions précédentes, en réalité, on a un problème de crédibilité des institutions qui découle de ce genre de situation qui devient vraiment insoutenable. Et là, vraiment, elle se grandirait. Enfin, je sais pas, vous avez une plus longue expérience que moi, mais il y a 30 ans, quand ce genre de situation arrivait, qu'est-ce qui se passait? Le politique démissionnait, il n'avait quand même pas l'outrepudence de dire, OK, je suis quand même dans une situation médiatique et judiciaire très embarrassante et je vais maintenir en fonction pour continuer à profiter de mon traitement. C'est juste inadmissible. Donc, et alors maintenant, elle essaye de nous expliquer en plus que la justice belge, dont fait aussi partie en fait les services de renseignement belges civils, la sûreté de l'État, en réalité, ils auraient probablement violé ses droits de député européen, ce qui commence à devenir un peu violent. C'est-à-dire qu'elle nous explique très gentiment. C'est ce que dit son avocat, je crois. Oui, ce qui est juste grotesque. Parce que nous, en Belgique, en réalité, je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais pour une fois que notre service de renseignement fait un travail qui est appréciable et professionnel et qu'ils ont un résultat, on a un avocat qui nous explique qu'en fait la justice fait n'importe quoi, et ce qui est juste inentendable de la part de son avocat. Et en plus, elle n'explique toujours pas comment les billets sont retrouvés à son domicile, si ce n'est charger son compagnon. Alors en réalité, dans le cadre d'une instruction judiciaire, il faut toujours penser qu'il y a des infractions qui sont connues au départ, et puis il y a des infractions qui vont découler des devoirs d'instruction, donc de nouvelles infractions qui pourraient être découvertes. Et donc madame, par exemple, potentiellement, quand elle nous explique que c'est pas elle qui doit s'expliquer sur l'argent, que c'est son compagnon, vu qu'elle a quand même effectivement tenu des propos publics qui défendaient les droits de l'homme au Qatar, ce qui était quand même, elle défendait le Qatar comme modèle des droits de l'homme pendant la Coupe de foot, c'était quand même assez exceptionnel. Mais donc on peut aussi estimer, c'est peut-être pas de la corruption, c'est peut-être de la prise illégale d'intérêt. Ça veut dire que son compagnon a eu un avantage financier et elle a fait une prestation au Parlement européen en plénière pour défendre le Qatar. En tout cas, ce sont des hypothèses. On ne va pas évidemment dire que... la vérité judiciaire n'est pas faite. Donc voilà, la vérité judiciaire, mais effectivement, on peut se poser des questions à ce niveau-là, et je crois que votre propos là sonne tout à fait légitime, enfin juste. Comment ça se fait qu'elle ne se mette pas en retrait, en tout cas, pendant le temps judiciaire, puisque le procès, l'instruction n'a pas encore eu lieu complètement. Vous savez, pour la petite anecdote, juste derrière le Parlement, il y a un parc d'autruches, donc quelque part, si elle se déplace de quelques mètres, elle peut trouver sa place par là, c'est pas un problème. Ah là là, vous devenez méchant, Frédéric Baldan, vous devenez méchant. Vous savez, je trouve que quelque part, vous savez, quand on voyait des députés européens, je prends un exemple pour changer de temps en temps, mais Michel Rivasi, par exemple, qui essaye quand même de faire un travail appréciable, il y a d'autres députés, elle le fait, elle est je ne vais pas les citer tous à chaque fois, mais donc en réalité, quand on voit le travail de ces députés-là, et puis en réalité, l'image qui est salie par une députée comme Eva Kaili, ça devient gênant. C'est-à-dire qu'à la fin, on perd la crédibilité on a une impression que tout se pourrit, alors et une institution qui n'arrive pas à la mettre à l'écart. Donc c'est quand même Vous avez raison, et tout se pourrit, c'est absolument faux, évidemment, mais en même temps, c'est vrai que ça n'arrange pas l'image du Parlement européen. Merci Frédéric Baldan, il reviendra sur tout cela au fur et à mesure j'espère que la justice, pour une fois qu'on va garder le mot justice, suivra son cours. On verra bien. Vous êtes bien dans le face-à-face
face d'André Berkoff avec Patrice Franceschi, écrivain, auteur de Éphémérides, engagé auprès des Kurdes de Syrie depuis plus de 10 ans. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour, on va parler de quoi alors, des livres ou des Kurdes? Non, on va parler des Kurdes. Non, et d'Erdogan, ça y est, on en a parlé d'Erdogan. Non, mais c'est intéressant parce que moi j'aime bien comment on vous présente dans ce livre chez Plomb Éphémérides. Très joli poème, comme ça. Des poèmes, c'est vraiment presque des haïkus, comme on dit au japonais. Oui, inspiré de cela. J'aime la brièveté dans les choses, en tout cas dans le domaine poétique, pour aller à l'essentiel. C'est comme une nouvelle par rapport au roman. Mais vous êtes un touche-à-tout et c'est pas péjoratif. Alors, je préfère au touche-à-tout qui peut être péjoratif, plutôt le terme d'épuiser le champ du possible. Épuiser le champ du possible, comme disait le grand poète grec Pindare, il y a déjà 2500 ans. Tout à fait. Et ça peut être un but de vie. C'est vrai. Non, mais Patrice Franceschi, je rappelle que vous êtes romancier, vous êtes aviateur, vous êtes marin. C'est vrai, la boudeuse, on en a beaucoup parlé. Vous avez fait le tour du monde. Vous avez écrit beaucoup de livres, et vous avez, et ce pourquoi je vous accueille aujourd'hui, pas seulement pour votre livre éphéméride, mais je voudrais qu'on parle d'une collection que vous avez créée et qui fête son 10e anniversaire. Exact. Et je dois dire que j'en parle pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, ce sont des livres de poche, on peut le dire. Précipitez-vous, parce que je ne vais pas vous citer tous les livres qui sont parus, il y en a eu 88, je crois. Jusqu'à présent, 88. Voilà, ça s'appelle la collection Point Aventure, et je vais vous dire par exemple, qu'il y a Joseph Roth, le très grand écrivain, Croquis de voyage, Jean-Louis Etienne, l'explorateur. Vous avez ce livre que j'avais adoré, de l'esprit d'aventure, que vous avez écrit avec Gérard Chalian et Jean-Claude Guilbert, notre ami. Vous avez, mais vraiment, le mémoire suivi de journal de guerre de Roland Garros. On parle de Roland Garros, qui, voilà, et puis tous vos propres livres, évidemment, du Congo au Nil, etc. Olivier Rollin, c'est formidable. Le livre sur Laurence d'Arabie que j'avais lu, Leclésio, Jean-Marie Gustave Leclésio, Graham Greene, Olivier de Kersauzon, etc., etc. Alors, cette collection, elle est née comment et d'où, Patrice Franceschi? Déjà, dans ce que vous avez dit, mon cher André, on voit bien que j'essaie d'associer à la dimension de l'esprit d'aventure une dimension littéraire. Absolue. Oui. C'est pour ça que ce sont des écrivains. C'est pour ça que se côtoient aussi bien Olivier de Kersauzon qu'Édouard Glissant ou Leclésio ou Éric Orsena ou Yann Kefelec, etc. ou de jeunes écrivains ou écrivaines comme Catel Faria, par exemple. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a 10 ans, je venais de sortir ce que j'avais appelé, chez Artaud à l'époque, j'avais appelé des mémoires intermédiaires, avant la dernière ligne droite. Et il venait d'être racheté en poche chez Point. Et le directeur de Point... c'est le Seuil, c'est bien ça. Le Seuil, oui, ils sont du Seuil, oui. Et le directeur de l'époque, Patrick Gambach, me dit, écoute, ça serait bien, à partir de ce livre, de faire une collection qui s'appellerait Point Aventure, que tu dirigerais, dans laquelle tu rassemblerais en fait tes camarades ou ta famille, parce qu'une bonne partie des auteurs dans cette collection sont morts depuis longtemps et d'autres sont tout jeunes. Bon. Bien sûr. Et j'ai accepté ce défi et on a lancé 4 titres avec une très belle, à mes yeux, charte graphique par Virginie Perolaz, qui est la directrice artistique du Seuil. On l'appelait Point Aventure, très belle collection, très élégante, avec 4 titres qui étaient un de Sepulveda, de Louis Sepulveda, qui était Dernière Nouvelle du Sud. Il y avait le mien, il y avait Boréal de Paul-Émile Victor, et un 4e livre qui s'appelait L'aventure, pourquoi faire, qui rassemblait, c'était un inédit en semi-poche, qui rassemblait des gens comme Laurent Geoffrin, Bruno Corti, Sylvain Tesson, Jean-Christophe Ruffin, etc. Des amis avec qui, Jean-Claude Guilbault et tout, et qui j'avais demandé dites-moi l'aventure, pourquoi faire. Qu'est-ce que c'est beau, voilà. Et ça a démarré, on en est à 88, et on a décidé avec la nouvelle directrice, Cécile Boyeringe, de continuer en se renouvelant, c'est de garder le fond de qualité littéraire des 10 ans qui vont venir. Ça, c'est dans ma vie d'éditeur. Tout en changeant toutes les couvertures. Pas encore. Tout en changeant toutes les couvertures, sont plus colorées. D'accord. Et ça permet de réimprimer, de rééditer tout le monde. Et là, il y en a 9 qui sortent en même temps dans les librairies. 6 des 88 et 3 nouveaux. Voilà. Et alors justement, mais comment vous faites c'est une question à éditeur, mais c'est intéressant. Beaucoup de ces livres, je parle de ceux qui sont déjà morts, ont été édités ailleurs. Bien sûr, que ce soit Olivier de Kersauzon, etc. Donc vous négociez avec les éditeurs. C'est l'équipe de Point qui s'en occupe. Je prends l'exemple de
Des secrets de la mer Rouge, d'Henri de Montfred, là, qui sort, oui. sortir. Et... Les secrets de la mer Rouge, l'éditeur de Henri de Montfred, depuis les années 30, c'est Grasset. Donc là, j'ai demandé à Olivier Nora, le patron de Grasset, qui est mon éditeur également, voilà. Oui. Est-ce que tu veux bien, me prêter, donner pour un certain temps, que les livres circulent, des droits en poche de Montfred, qui continue à être édité dans les cahiers rouges chez Grasset. Voilà. Bien sûr, oui. Et bien entendu, vu comment dirais-je, le niveau littéraire et intellectuel et spirituel, je dirais, d'Olivier Nora, de Cécile Boéringe, tout ça se fait avec facilité. Dans l'amitié, oui, enfin, j'imagine. Et avec ce désir pour moi, en tout cas, de transmission. C'est-à-dire que je mets là-dedans les livres, ou bien que j'ai lus, comme par exemple la biographie de Flore Hermitage de Laurence d'Arabie, pour continuer à en citer, ou les Polémies de Victor et tout cela, des livres que j'avais déjà lus, que j'ai envie quand j'ai autant de ma jeunesse, et que j'ai envie que les jeunes lisent, parce que franchement, ça en vaut la peine dans le monde tel qu'il est, et puis des tout nouveaux. Je citais tout à l'heure la jeune écrivaine Catel Faria, qui a fait un inédit qui s'appelle Les Aventurières du ciel. Superbe bouquin qui raconte les pionnières de l'aviation dans les années 30. Figure de femme, absolument génial. Ou Femme d'aventure, un des tout derniers inédits, où il y a d'autres que Catel Faria qui raconte son expérience dans les bataillons féminins kurdes. Et puis Catherine Monory, la championne du monde de voltige, Daphné Burgon. Enfin, voilà. Donc, c'est les anciens, les modernes. Tout ça faisant une unité. Alors, Patrice Franceschi, justement, vous pouvez pas dire, vous ne connaissez pas l'aventure de votre bureau ou de votre fauteuil, vous avez pratiqué, et dans des domaines très divers, que ce soit dans la paix, dans la guerre, dans l'exploration, etc. Mais au fond, aujourd'hui, si on avait à donner non pas une définition, mais une démarche, c'est quoi la démarche de l'aventure ? Aujourd'hui, il y a une forme d'aventure qui est terminée, qui est achevée. C'est-à-dire celle de l'exploration d'antan. Là, c'est terminé, on est passé à autre chose. La découverte personnelle continue à pouvoir exister, grâce à Dieu. Mais le monde se rétrécit. Il y a un véritable rétrécissement du monde pour plein de raisons. Donc, finalement, à mes yeux, les nouvelles orientations de l'aventure sont pour moi celles de l'engagement. Et qui ne nécessitent pas forcément un paysage exotique. Mais pourquoi pas ? En tout cas, ça peut être lointain. Mais l'engagement, l'engagement intérieur. Mais pas pour les autres, pour les gens qui se passent. Moi, par exemple, depuis 10 ans auprès des Kurdes de Syrie, c'est un engagement dont on peut dire qu'il est aussi une grande aventure humaine, tout en étant une aventure politique et militaire. Donc c'est un tout au bénéfice de gens qui le méritent et dont on peut être inquiet sur l'avenir compte tenu de ce qui vient de se passer avec les élections en Turquie. Mais cette forme d'engagement représente, je pense, pour la jeunesse de demain, l'engagement humanitaire, pour la défense de la planète. Il y a beaucoup d'engagements possibles qui sont des formes d'aventure absolument extraordinaires dans lesquelles la jeunesse peut avoir beaucoup d'espoir. Celle de l'exploration des terrains incognita, on ne sait pas, il y a des taches blanches sur la carte, ça c'est terminé. Alors, mais quelque chose le remplace. Alors une question avant de faire une pause. Est-ce que l'aventure implique quand même, parce qu'il y a quand même des dénominateurs communs, de sortir de sa zone de confort et d'avoir le goût du risque ? Alors, puisque vous parlez du goût du risque, c'est le titre du prochain livre qui sera publié le 20, si on profite, le goût du risque, qui sera publié chez Grasset. Non, c'est vous qui en parlez. Je parle le goût du risque parce que je vais revenir après votre question. Ouais. Le goût du risque, c'est le prochain livre chez Grasset que j'ai écrit avec 2 autres camarades, qui sont Loïc Finaz et Andrea Marcolongo. Vous savez, la grande helléniste qui avait fait ce succès mondial avec La langue géniale, les 9 raisons d'aimer le grec. Simplement parce que, vous verrez, le goût du risque, c'est une charge contre le précautionnisme de l'époque. Et donc, redonner le goût du risque aux jeunes, par ce livre au 20 septembre, mais par la collection dont on vient de parler, par les voies d'engagement dont nous venons de parler également, c'est finalement probablement la partie lumineuse de la vie qui nous attend, et non pas sa partie sombre. On va en parler juste après cette petite pause. Le goût du risque, très important, sorti de sa zone de confort, je ne saurais trop vous approuver. Restez bien avec nous, vous pouvez participer à l'émission 0826 300 300, on attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous accueillons avec plaisir Patrice Franceschi, qui vient de publier un très joli livre de poèmes, éphéméride, chez Plomb. On en parlera. Et puis, dont on fête la collection Point Aventure, 10 ans de Point Aventure. Et franchement, quand on regarde le catalogue, c'est quand même pas mal quand on voit qu'il y a. Et
Notamment, un titre m'a attiré mon attention, je ne l'ai pas lu, mais justement, qu'est-ce que c'est? Je regardais « Aller voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle » de Jean-Pierre Brouillot. Alors Jean-Pierre Brouillot, parce qu'on parlait du risque tout à l'heure, et du goût du risque, Jean-Pierre Brouillot, il est aveugle. Il avait le rêve de voyager. Tout le monde lui disait qu'il ne pouvait pas voyager. Il a pris le risque de voyager, et il voyage comme vous et moi, mais aveugle. Et il a tiré un certain nombre de livres, dont celui-ci qui était le premier, « Aller voir ailleurs », qui est une expérience tout à fait extraordinaire de comment finalement on peut réaliser ses rêves, même si le destin est contre vous. Donc c'est forcer et braver le destin qu'il fait, qu'il continue à faire. C'est un type formidable, qui écrit aussi de la poésie et tout. Et donc son premier livre était dans la collection, Point Aventure, voilà. Oui, non, mais c'est formidable. Et quand on voit, vous parlez du Mato Grosso, vous parlez de l'Everest. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qui continue cela? Vous, Sylvain Tesson, bien sûr, qui lui aussi va un peu partout. Et qui est dans beaucoup des livres collectifs de la collection. Est-ce que, quand vous, justement, est-ce que cet esprit d'aventure, est-ce qu'il ne reste pas? Est-ce que ce n'est pas, comment dirais-je, comment faire que ce ne soit pas vous, et que ce ne soit pas les derniers des Mohicans, et est-ce que vous rencontrez des jeunes qui ont cet esprit d'aventure? Parce que vous parlez des derniers des Mohicans, cette collection fait tout pour qu'on ne soit pas les derniers des Mohicans, justement. Elle fait tout pour transmettre. Sur ces 88 titres, il y a eu des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires. C'est pas cher un livre de poche. 7-8 euros. Donc c'est vraiment à destination notamment des jeunes. Et je pense que l'esprit d'aventure qui souffle dans tous les personnages, dans tous les écrivains de cette collection, de Graham Greene à Joseph Roth en passant par Le Clésio et tant d'autres, a permis justement de continuer à souffler sur les braises du goût du risque, du goût de la découverte, du goût de l'engagement, du désir de faire de sa vie sa propriété. Et je pense que mon éditeur et moi, et tous ceux qui travaillent autour de cette collection, avons participé du maintien de ce qu'il peut y avoir de mieux pour vaincre l'absurde des choses et du monde, ce qui est l'esprit d'aventure. Non, mais au moment aussi, Patrice Franceschi, en parlant un peu du fond, on en parlera évidemment avec les auditeurs, au moment où quand même beaucoup de choses dans la société, les discours dominants, vous appellent à surtout, je ne veux pas vous écouer à la gestion Covid, restez chez vous, confinez-vous, la précaution, c'est le management par la peur, vous allez mourir, attention, faites pas ci, faites pas ça, hein. C'est la chanson de Dutronc, mais au-delà, c'est-à-dire qu'au fond, il y a et ça n'a rien à faire avec la gauche ou la droite, il y a un esprit général, une doxa dominante, qui appelle à surtout ne pas sortir à sa zone de confort, et au contraire, faites ce qu'on vous dit, restez bien groupés, restez dans les normes et bougez pas. Tout le monde voit bien que l'époque est au repli sur soi, dans tous les domaines. Et dans le domaine de la précaution, peut-être plus que dans d'autres, et la littérature d'aventure vécue, notamment qui est dans cette collection, c'est exactement l'inverse. En fait, c'est peut-être le remède exaltant à la situation d'aujourd'hui et qui permet pour la jeunesse de se dire que punaise, c'est pas terminé tout ça. Il y a encore des trucs formidables à vivre, des engagements incroyables dans lesquels on peut vraiment s'exprimer, se développer, aboutir, etc. Donc la collection elle a cette fonction. Vous savez, moi je la fais pas pour autre chose. Je la fais pour que mes enfants, comme les enfants de mes amis et les jeunes d'aujourd'hui, puissent se dire il y a une énergie incroyable chez ces gens-là, qui sont exactement comme nous, hommes et femmes. Bien entendu, il y a des femmes extraordinaires, dans Steve Breitler, de Titaina et de bien d'autres, ou de Kat El Faria à nouveau. Voilà, c'est-à-dire que finalement on regarde l'horizon et on peut légitimement trouver qu'il est sombre, pour plein de raisons, et pas seulement pour le dérèglement climatique, hein. Regardez les guerres, etc. Et puis se dire en même temps, ben non, il y a des clartés dans cette ombre, dans ce côté ombrageux. Il y a des clartés, et l'esprit d'aventure et la littérature qui y est associée est une clarté pour tout ça. Donc sur des livres, je pense que quand on a terminé de les lire, comme le grand Don Fernando, le Seigneur de l'Amazone, dans les années 30, c'est des trucs extraordinaires, mais quand on referme ces livres, même moi qui les ai déjà lus, quand je les referme, il y a une joie et une légèreté qui dit qu'encore tout est possible. Mais Patrice Franceschi, je parle il y a heureusement des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont fait leur chemin, qui ont tracé leur chemin à leur manière. Est-ce que, à votre avis, sans tomber dans la philosophie ni la biologie primaire, la génétique, mais on peut tomber dans la philosophie. On peut d'ailleurs, ce n'est pas mal. D'ailleurs, on tombe et ça nous fait du bien quelquefois. Non, ce que je veux dire, est-ce que c'est une vocation? Est-ce que au fond, il y a des gens, parce qu'il
qu'il faut le dire, et il n'y a pas de jugement de valeur, qui sont faits pour l'aventure, et d'autres, en tout cas, qui le sont peut-être pas, qui ne le savent pas ou qui n'osent pas. Qu'est-ce qui fait? C'est dès le début, c'est dès l'enfance, dans les auteurs que vous avez publiés. Ouais, est-ce que ça se passe très tôt ou pas? C'est très variable. Prenez le cas d'Henri de Montfred, il commence à 35 ans. Il écrit son premier livre grâce à Joseph Kessel, 55 ans, à peu près. Hein. Ouais. Et d'autres commencent à 18 ans, comme moi, par exemple. En fait, si on veut bien accepter, comme je le fais, que le mot aventure et le mot liberté sont synonymes, et quand ce sera comme ça dans les dictionnaires, je serai très content, alors oui, l'aventure concerne tout le monde, par notre désir de vivre libre. Et par conséquent, on peut l'exprimer de toutes les manières, cette liberté. Elle peut être très active. Allez, allons, comme c'était encore possible, il y a encore 30 ou 40 ans, explorer une dernière région inconnue de la planète. Ou allons au coin de la rue. Allons au coin de la rue, parce qu'il y a des choses à faire. Au coin de la rue, l'aventure, oui. Exactement. Alors, il ne faut pas dire... il n'y a aventure que s'il y a prise de risque. Hein. Sinon, il y a découverte, il y a autre chose. Mais au coin de la rue, si on prend des risques, il peut y en avoir. Donc, c'est une façon d'exprimer sa façon de vivre libre, à travers cette idée de l'esprit d'aventure qui est la dimension spirituelle de l'aventure pratique. C'est pour ça que j'avais écrit avec Chalian et Gilbert à une époque ce livre s'appelait De l'esprit d'aventure, qui est dans la collection, qui était une tentative de théorisation de ce qu'était l'esprit de l'aventure, et non pas seulement l'aventure dans son, comment dirais-je, dans sa vision immédiate et physique. Toute aventure, de ce point de vue-là, pratique, doit tenter d'être une sorte de chef-d'œuvre. Et si on peut ensuite la léguer par l'écriture, donc entrer en littérature, transformer l'expérience en conscience, alors là, le bonheur est total. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui peuvent on ne peut pas faire du des tout. aventures sans vouloir les écrire. Voilà. Voilà. Je parlais d'un cas très précis, celui des gens de cette collection. J'en connais des tas d'autres d'abord qui vivent de belles aventures sans forcément les écrire. Je l'ai connu pendant 20 ans dans le domaine de l'action humanitaire, par exemple. Et puis des gens qui font des parenthèses d'aventure. Soudain, ils se disent, tiens, je fais une année sabbatique, ils partent en vélo, font des choses comme ça, ils vivent des choses formidables, puis après ils retournent au métier qu'ils ont choisi et qui les accomplissaient. Il y a tous les cas de figure. Possible, ouais. La collection, elle veut dire en même temps qu'il y a tous ces possibles. Il y a des gens très jeunes qui écrivent dedans, il y a des gens beaucoup plus âgés, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens d'avant qui sont déjà morts, des gens d'aujourd'hui qui ont vécu leurs aventures il y a 1 an ou 2. Et c'est cet ensemble de choses qui peut-être fait de cette collection au final, et les couvertures aujourd'hui très colorées, j'espère le montreront, quelque chose qui fait le contraire peut-être des livres de développement personnel tout en ayant le même résultat, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est un autre coaching, mais peut-être nettement plus intéressant. Enfin, à mon avis, je le pense aussi. Alors, je crois, Lucien, que nous avons des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler pour avoir la parole sur Sud Radio. On accueille 0826 300 300, absolument. Et on accueille Bernard de Mimizan. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci pour vos émissions merveilleuses au quotidien. Merci. J'ai quelques idées à donner à M. Franceschi parce que j'ai un ami qu'on vient de perdre, hélas, qui avait créé une association qui s'appelait les Mirovolants, qui était quelqu'un qui était un malvoyant, Patrice Radiguet, et qui a quand même formé 45 personnes pour copiloter des avions. Excellent. Il a même mis au point un appareil qui s'appelle le Soundflyer, qui permet uniquement au bruit qu'il fait de savoir si on monte ou si on descend. Alors, ce genre de choses, voilà, bon, ça, c'est pas très radigué. Alors, je ne suis pas au courant, mais c'est une... J'apprends ça avec beaucoup de bonheur et de joie, et ça intéresserait particulièrement mon camarade Jean-Pierre Brouillot, dont on parlait tout à l'heure, qui est aveugle et qui a écrit un livre dans la collection. Mais vous démontrez avec ça que, à la fois dans la forme de l'engagement et la forme de l'aventure, et pour faire de sa vie quelque chose, même en restant en France, où là où se trouvent ces gens-là, c'est tout à fait possible et tout à fait passionnant. Voilà, il y a des gens comme ça, il y a comme Jacqueline Claire aussi, qui avec son avion Pou du ciel, le Carédas, a rejoint les lignes de l'aéropostale. C'est l'avion qui avait été fabriqué par son père, mais son plus bel exploit, c'est quand même d'avoir fait changer la législation pour permettre aux paraplégiques de pouvoir piloter. Ben voilà, excellent. Et elle n'est pas dans le livre sur les aviatrices. Non, je pense qu'elle est, parce que le livre de Catel Faria, Les aventures du ciel, il s'est concentré
Ouais. Il fallait faire des choix pour elle, hein, sur 6 aviatrices de l'époque héroïque de l'aviation, les années 30. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais il y en a plein d'autres à faire. Hein, Bien sûr. voilà. Oui, ben, c'est pas les Bernard, idées qui vous avez encore d'autres exemples? C'est bien. en tout J'en cas. aurais d'autres, oui, mais là, comme ça, Non, mais bien. j'ai appelé comme ça vite fait, mais bon, c'est voilà. très bien. Vous avez Si on très bien m'appelle, fait. J'en aurai d'autres, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. En fait, quand on parlait, effectivement, vous avez parlé, il y a des jeunes, des vieux, mais ce qui est très intéressant aussi, Patrice Franceschi, c'est qu'au fond, est-ce qu'il y a un côté quand même rebelle? Il n'y a pas que ça. Mais genre, vous voyez, par exemple, on peut être rebelle en écrivant des livres révolutionnaires ou autres. Si on entend le mot rebelle, par principe, non. Tous les gens qui vivent les véritables aventures ne sont pas des rebelles avec son mot péjoratif qui fait je fais le contraire de ce que j'entends. Mais il y a une rébellion très claire et très nette contre l'état du monde. Il est clair que vouloir être propriétaire de sa vie, vivre ses rêves et vivre ses aventures pour que ses rêves deviennent des réalités, tout ça nécessite forcément, je ne sais pas si le terme de rébellion est exact, mais en tout cas, c'est à peu près ça, contre finalement ce qui nous entoure. Quand moi j'étais gamin, j'avais 12 ou 13 ans, qu'on me demandait ce que j'allais faire plus tard, que je disais, moi, l'aventure et l'écriture, je vois rien d'autre. Non, mais ça n'existe pas. Il a fallu quand même que je fasse une mineure, ce qu'on appelle une fugue, jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud, jusqu'à ma majorité, pour vivre ce que je voulais. Ça, pour le coup, c'était la pire des rébellions. La lettre sur la table, c'est une réalité absolue. Hein. Et puis on s'en va et on fait de sa vie ce que l'on voulait, et ça coûte cher. On en paye le prix. Donc il y a une rébellion contre, évidemment, le monde qui vous entoure. Qui encore une fois, dont la vocation, on voit très bien, on ne va pas citer les noms, mais on voit très bien avec les grands resets mondiaux, on veut normaliser. Toute une partie des gens veulent formaliser le formatage. Le formatage de la mondialisation, que ce soit, il suffit de voyager et de regarder pour le voir, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, etc. Cette uniformisation, c'est un état des lieux. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça se passera de plus en plus. Pour aller vivre ce dont on parle, ou les gens qui ont écrit des livres de cette collection Point Aventure, évidemment qu'ils ont dû être en rébellion contre cette uniformisation, ce formatage. Ce sont des gens qui pensent par eux-mêmes, parce qu'ils vivent en liberté, ils pensent tout seuls. Ils sont l'anti-formatage absolu. Et l'une des qualités de l'esprit d'aventure a toujours été le non-conformisme. Non pas celui de la façon dont je m'habille, par exemple, mais celui de l'attitude, finalement, face à la vie, face au monde, etc. Et ce sont des gens qui répondent, dans cette collection comme ailleurs, aux 3 grandes questions, pour moi, à la fois philosophiques, aventureuses, littéraires et spirituelles, qui sont le monde, comment ça marche, les autres, c'est qui exactement, et la vie, qu'est-ce que c'est au juste. Si on répond à ces 3 questions à travers vaste programme, mais eh bien, c'est un programme que chacun peut s'approprier, et franchement, on sort de la vie meilleur qu'on y est entré. Alors, Patrice Franceschi, prenons des exemples. Qui ont été, je dirais pas vos modèles, mais des gens dont l'existence, tout à fait, on a tous d'ailleurs, qui vous ont le plus impressionné, amené, incité à... Alors, j'ai pas peur de parler de modèles, parce que quand j'avais, mettons, 15 ans, que je voulais écrire tous les livres possibles et imaginables, vivre toutes les aventures possibles et imaginables, j'avais des modèles. Il y avait des gens que j'admirais, des écrivains que j'admirais. Qui, par exemple? Je vais y venir, et que je voulais imiter. Et dans les traces desquelles je me suis placé. C'est ce que chacun doit faire. Et puis après, il s'évade du chemin des modèles pour faire son propre modèle. Moi, il y avait qui? C'était très simple. C'est en fait ce que maintenant on pourrait appeler des écrivains aventuriers, mais de haute stature. Joseph Conrad, Hemingway, Kessel, André Malraux, Romain Gary, Saint-Exupéry, Arthur Koestler, et ainsi de suite. Ça fait une flopée de poids lourds. C'est vrai. Mais j'aimais tout autant. Tout ce qui s'engageait aussi bien dans l'aventure que dans la guerre, que dans les causes. Et je n'oublie pas George Orwell et compagnie, parce que j'ai pas toute la liste dans la tête. Mais ces personnages étaient des gens à qui j'avais envie de ressembler. Et c'est très bien de vouloir ressembler à des gens quand on a 15 ans. Puis cela, c'est pas mal de vouloir ressembler. Même si on n'y arrivera pas. En tout cas, ils nous tireront vers le haut, puis après on fera son propre chemin. Mais il faut avoir des modèles. Il n'y a pas de honte à avoir des modèles. Ceux qui n'en veulent pas, ce sont peut-être des gens qui ont peur d'eux-mêmes. J'en sais rien. Mais oui, ayons des modèles, tentons de les imiter et faisons notre propre route ensuite. Tous ces gens-là étaient des gens qui avaient, je m'en suis aperçu après, une grande partie de leur vie engagée dans quelque chose qui valait plus grand que eux. Ils avaient tous été la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et puis la grande aventure.
Il n'empêche que j'aimais aussi, mais dans un autre registre, aussi bien Balzac, Flaubert que Victor Hugo, des géants du 19e et tant d'autres. Racine et Corneille, c'est des... Bon. Mais ça n'empêchait pas qu'à côté de cette pure littérature, il y ait cette catégorie d'écrivains, que je dirais aujourd'hui écrivains aventuriers, parce que c'est pas péjoratif, qui étaient des modèles, en fait, qui étaient des modèles, non pas forcément par la littérature, mais par l'exemple de vie qu'ils donnaient. Lucien, et ça, c'est exaltant. Et ça le reste. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite dans Berkov, dans tous ses états, avec Patrice Franceschi, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkov avec Patrice Franceschi, et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Philippe de Nice. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André. Écoutez, j'ai l'impression que la petite différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que j'ai 9 ans de moins, je pense, me semble-t-il. On ne va pas parler de nos âges, et que c'est la passion qui aide à vivre. Bon, vous veuillez m'excuser pour aujourd'hui. J'ai pris un petit peu en coup de vent votre entrevue. Donc, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est l'uniformisation de notre société. Et il suffit pour que chacun se mette sur YouTube et regarde l'explication du film de notre regretté Jacques Tati, Playtime. Voilà, qui montre qu'à travers ces vitrines, les gens sont déjà espionnés, il n'y a plus de vie privée. Bon, on va pas épiloguer. Mais tout est vraiment... il y a une telle... moquerie du comportement humain. Vous trouvez-vous que l'aventure a été très rétrécie justement par cette uniformisation? Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors considérons, par rapport à ce que vous venez de dire, parce qu'on entre dans un autre sujet sur la société de surveillance généralisée, sujet dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres livres, que disons qu'à ce moment-là, l'esprit d'aventure et les livres qui en parlent, comme dans cette collection Point Aventure, finalement c'est le remède, malgré tout, au moins spirituel au constat que vous faites. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'échapper. C'est toujours pareil, la zone de confort, et c'est très difficile, quelquefois, de quitter sa zone de confort. Oui, exactement. Moi, je m'échappe à ma façon, quoi, oui. Ah oui, chacun s'échappe. Non, mais chacun, c'est la méditation aussi, c'est d'autres choses. Chacun son aventure, intérieure ou extérieure. Mais je crois que ce que disait Patrice Franceschi, et c'est vrai, je crois qu'il y a le goût du risque. Si on ne frôle pas, tu sais, c'est Michel Léris qui disait, vous savez, dans la vie, il faut toujours vivre à l'ombre de la corne de taureau sur votre hanche. Et je crois que c'est très joli, c'est Michel Léris qui disait ça. Alors il disait, n'oubliez pas, voilà, il y a ça, faut faire attention, faut être vigilant, mais en même temps braver les choses. Patrice. Oui, le goût du risque, c'est aussi cette idée de tenter de voir un peu ce que vaut sa chance, de frôler un peu les limites, d'aller voir jusqu'où on peut, etc. Et qui permet, quand on va assez loin, parce qu'on a le goût du risque et pas seulement la capacité au risque, eh bien parfois, en tout cas, c'est une énergie. C'est un souffle vital. C'est parfois ce qui manque à notre société, qu'on retrouve dans cette idée du goût du risque et non pas du principe de précaution. Voilà. Aujourd'hui, il y a deux forces antinomiques, comme deux boxeurs sur un ring qui se battent. C'est le principe de précaution et le goût du risque. On ne sait pas qui va gagner, mais enfin, pour l'instant, il y en a un qui domine un petit peu. Oui, un peu, oui, c'est moins que l'on puisse dire. Mais l'autre, il résiste quand même pas mal. Ça stimule, effectivement, Pour raconter ma brève vie, je fais de la musique classique, je joue du piano, mais surtout j'ai fait beaucoup d'alpinisme. Et bon, à l'époque, vous savez, on disait de Walter Bonatti à l'époque que lorsqu'il a fait le pilier sud-ouest du Dru, c'est parce qu'il se sentait cocufié par sa femme. Enfin, c'est ce que racontent les guides de Chamonix. Ça peut être une raison. Ça peut être une raison. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, à lui, vous pouvez pas dire lâcher prise. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais je voudrais, merci Philippe. Mais je vous en prie. Merci. Patrice, continuez ainsi. Merci. Alors, dites-moi quand même, à un moment donné, qu'est-ce qui fait les aventuriers décrochent? Pourquoi? Parce que physiquement, ça tient plus? Alors, je ne sais pas s'ils décrochent. Est-ce qu'ils décrochent ou pas? Oui, je ne sais pas trop. Je pense que, par exemple, le mot retraite n'a pas de sens, a priori, pour ce qu'on pourrait appeler un aventurier ou un écrivain aventurier, etc. Comme pour un écrivain. Les écrivains écrivent toujours, a priori, jusqu'à leur dernier souffle. Les aventuriers, pareil, et les écrivains aventuriers, encore plus. La partie physique de l'aventure, évidemment qu'à un moment donné, elle peut plus ou moins se rétrécir. Je prends l'exemple de Gérard Chaliand.
avec qui donc j'ai écrit, avec notre ami Jean-Claude Guilbert, ce livre de l'esprit d'aventure. Gérard Chagnon va avoir 89 ans, il est toujours sur le terrain. Il va toujours. Il Rappelez qui est Gérard Chagnon. Alors, Gérard Chagnon, c'est à la fois un de nos écrivains politiques les plus féconds, un grand poète et un des plus grands spécialistes mondialement reconnus des guerres irrégulières. Voilà. Tout à fait. Et ses mémoires, qui s'appellent Le savoir de la peau, sont vraiment formidables. Et d'ailleurs, il y a le premier tome qui s'appelle La pointe du couteau dans la collection Point Aventure. Bien. Et c'est un ami. Il a 89 ans. Il sait très bien qu'à un moment donné, il ne pourra plus aller au fin fond du Kurdistan. Fatalement. Mais 89 ans, c'est déjà, il a bien déjà repoussé très très loin ses limites. Ce qui veut bien dire que, au fond, ça nous appartient de décider à quel moment on s'arrête ou on réduit, à condition évidemment, d'abord qu'on ait un peu de chance, et ensuite qu'on se soit à peu près entretenu pour qu'au niveau de la santé, ça suive aussi. Voilà. Mais sinon, ça restera intellectuel et spirituel. Ça, c'est toujours possible. Je pense que ce sera évidemment votre cas, Patrice Franceschi. Et vous savez quoi? On souhaite, et vous avez vu, on souhaite à tous les auditeurs, les hommes, les femmes, qui nous écoutent, qui sont là, vraiment, on vous souhaite de l'aventure, on vous souhaite le goût du risque, et on vous souhaite surtout de réaliser votre vie. C'est ça? Chacun à sa manière. Hein. L'aventure, bien sûr, mais l'aventure ou l'esprit d'aventure, la dimension spirituelle de l'aventure, c'est finalement le sel de la vie aussi. Voilà, mangeons épicé, poivré et salé. Pas trop de sel, mais il en faut. Il en faut. Parce que si c'est trop salé, c'est embêtant. Il faut le mettre à sa dose à soi. Voilà. Mais il en faut. Voilà ce que je veux dire. Pas de vie fade. Voilà. L'important, c'est la dose. Merci, Patrice Franceschi. Merci, André. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Patrice Franceschi.